La douleur chez l'humain. Chapitre 2 de l'ouvrage du docteur Gilbert Crussol, Vaincre douleur et stress, vous n'imaginez pas ce que la vitamine C peut faire pour vous. Nous aurions tort de penser que la douleur est exceptionnelle. Elle n'épargne personne, ni les nouveau-nés, ni les médecins, ni les dentistes, ni les écrivains. Nous aurions tout aussi tort de penser que seuls les médicaments peuvent la calmer. La douleur, citation. Albert Camus, extrait de L'homme révolté. Ce n'est pas la souffrance de l'enfant qui est révoltante en elle-même, mais le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée. La souffrance use l'espoir et la foi. Citation d'Émile Michel Clorent, extrait de Sur les cimes du désespoir. La compassion n'engage à rien, d'où sa fréquence. Nul n'est jamais mort ici-bas de la souffrance d'autrui. Citation d'André Malraux, extrait de La solitude humaine. La souffrance est dans la solitude qui l'accompagne. Citation de Graham Greene, « Personne ne sait combien de temps peut durer une seconde de souffrance ». Citation de Publius Cyrus, « La douleur de l'âme pèse plus que la souffrance du corps ». Citation d'Albert Schweitzer, « Celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres ». Citation de Nathalie Clifford Barney, extrait des Pensées d'une Amazone. Au moins, les sadiques ne sont pas indifférents aux souffrances qu'ils causent. Citation de Condorcet, 1794. Épicure place le bonheur dans la jouissance du plaisir et dans l'absence de douleur. Citation de Roland, 1905, page 256. Elle essaya de se lever. Au premier pas, elle éprouva une douleur si intolérable qu'elle faillit avoir une syncope, la tête lui tournait. Elle crut qu'elle allait mourir. Citation de Paul Valéry, correspondance avec André Gide, 1909, page 419. Je suis plein de douleur et brisé de toutes parts. Citation de Milton, Le paradis perdu, livre 6. Mais la douleur est un parfait malheur, le pire des maux, excessive, elle vient à bout de toute patience. De l'Antiquité au XXe siècle, de l'Europe à l'Afrique, et quelles que soient les religions ou doctrines, la douleur a inspiré les comportements et les opinions les plus variés. Tu enfanteras dans la douleur, est-il dit dans la Genèse. C'est ce verset de la Genèse que l'on opposa au docteur James Young Simpson d'Édimbourg lorsqu'il effectua le 8 novembre 1847 le premier accouchement sous anesthésie au chloroforme. À l'appui de cette affirmation, le père de Dinechin cite le pape Jean-Paul II qui, en 1984, dans l'encyclique Salvici Doloris sur le sens chrétien de la souffrance humaine, affirme « Tout homme qui porte secours à des souffrances, de quelque nature qu'elles soient, est un bon samaritain ». Ça, c'est pas faux. C'est aussi au nom de l'homme que le rabbin senior, représentant le consistoire, définit la conception judaïque de la douleur. Ouvrez les guillemets, selon la tradition juive, l'âme utilise le corps comme outil de ses aspirations spirituelles. Vérité générale, ça ne va pas chercher quatre pattes et un canard. À ce titre, mieux le corps fonctionnera, mieux il servira Dieu. En conséquence, la douleur ne doit pas faire l'objet d'une acceptation fataliste. L'homme, avec l'aide du médecin, doit donc la combattre de toutes ses forces. À l'inverse, l'islam préconise l'endurance et la patience face à la douleur. C'est un décret de Dieu, commente le docteur Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Pour un musulman, la règle est de dominer sa douleur. Cependant, le Coran n'incite pas au culte de la souffrance, car il nous impose un respect absolu du corps. Alors, dédicace. Ce livre est dédié aux millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui souffrent le martyre alors qu'il pourrait en être autrement. Et aux chercheurs, médecins dentistes et autres professionnels dont les travaux ont inspiré ma pratique et permis d'écrire ce livre. Ces souffrances injustes profitent à des industries déshumanisées, chimie, prothèses, faisant vivre des milliers de gens et à des centaines de spécialistes. Ces personnes qui souffrent sauront qu'il y a une porte de sortie à leur malheur et se mettront à la recherche du bon professionnel qui les aidera à résoudre leurs problèmes autrement que par le scalpel ou la chimie dure. En aucun cas, cet article n'a la prétention de résoudre tous les problèmes posés par la douleur.
Son but est seulement d'attirer l'attention du lecteur, professionnel ou non, sur le fait que dans de nombreuses occurrences, il n'y a aucune tentative pour en rechercher l'origine ou la cause et y remédier par simple suppression. Bien au contraire, le thérapeute, le patient, se tourne vers un recours rapide aux antalgiques, puis à la chirurgie. C'est vers les années 1970 que j'entendis pour la première fois parler le professeur Emmanuel Cheraskin des travaux débutés en Écosse par Ewan Cameron, chirurgien oncologue. Je fus principalement frappée par le fait que la vitamine C remplaçait en quelques jours l'utilisation de la morphine pour le contrôle de la douleur. Morphine dont on sait que c'est l'une des substances ultimes utilisées par la médecine contre la douleur. Douleur, souffrance. On peut constater, comme c'est souvent le cas dans les dictionnaires, que la définition d'un mot est renvoyée à un autre et vice-versa. Dans cet imbroglio, nous parlerons de souffrance plutôt pour les souffrances morales et de douleur plutôt pour les douleurs physiques, sachant bien sûr que les souffrances morales agissent sur le physique et que les douleurs physiques agissent bien sur le moral. Afin que nul ne souffre inutilement, ce fut la découverte des rapports entre la douleur et la vitamine C qui peut-être me stupéfia le plus. Certes, j'avais lu avec intérêt les résultats de Cameron dans son utilisation de la vitamine C sur des cancéreux terminaux. Certes, je savais qu'on avait toujours associé la carence en vitamine C et les douleurs articulaires. Mais ce n'est qu'en utilisant toutes ces données que j'ai été de surprise en surprise. Nous prétendons donc d'expérience que, grand A, l'émergence de la douleur, j'insiste, l'émergence de la douleur ne se produit pas si la concentration en acide ascorbique est suffisante. Grand B, si la douleur est présente, on peut souvent la faire disparaître ou l'atténuer sérieusement et c'est une question de quantité de vitamine C, de voie de distribution et de fréquence. Si l'on se complémente régulièrement en vitamine C, on se rend vite compte que le seuil d'apparition de la douleur est très élevé. Par exemple, la brûlure des orties est très atténuée. En cas de brûlure, le rinçage avec une solution de sea salts, puis saupoudrage, est très indiqué. Dans un premier temps douloureuse, cette approche apporte rapidement un apaisement. Grand D. Le risque d'état de choc suite à un traumatisme, à un accident, à une opération chirurgicale est considérablement diminué. Grand E. Les seules personnes qui croient à cette incroyable avancée sont les patients qui en ont profité. Car il est possible de subir des extractions dentaires multiples et interventions osseuses maxillaires complexes ou même des arthroplasties sans douleur ni sensation post-opératoire. Chacun sait que les extractions dentaires multiples sont stressantes et que les douleurs qui suivent cette intervention osseuse sont extrêmement violentes et de longue durée. Or, dans les 45 dernières années de mon exercice, 45, je ne suis plus jamais intervenue sur un patient pour des actes stressants sans les avoir mis sous vitamine C par voie buccale, les quantités allant de 5 grammes par jour à bien davantage. En réalité, par voie buccale, c'est le patient qui va déterminer les quantités adéquates pour son confort et il se débrouille très bien. Mais dans les 10 dernières années, avec la collaboration de confrères médecins, je n'ai plus fait d'interventions osseuses sur les maxillaires que sous couverture ascorbique par voie intraveineuse et buccale associée. Quelle tranquillité pour le patient! Non seulement il n'y a pas de douleur post-opératoire, mais même pas de sensation. Comment se peut-il? La vitamine C serait-elle un antalgique? Non, bien sûr, elle est la substance de vie indispensable à la bonne oxygénation de nos tissus, dont la présence dans la circulation va minimiser l'apparition d'œdèmes ou les faire disparaître, va nourrir, oxygéner, assurer la propreté des plaies opératoires et accélérer leur cicatrisation. La personne qui dit que cela ne peut pas être fait ne doit pas interrompre la personne qui le fait. Proverbe chinois. L'apathie et la complicité du patient. Le patient mérite et porte bien son nom. Il est délicieusement patient et compréhensif pour ceux qui vont abuser de lui. Le même patient atteint de polyarthrite rhumatoïde peut être opéré à répétition et plongé toujours plus profond dans le cercle vicieux médico-chirurgical sans jamais pouvoir en sortir.
La douleur permanente et intense possède un énorme pouvoir de motivation et de persuasion très compréhensible. Dans ces circonstances, le patient va accepter toute proposition de traitement, de chirurgie, de greffe ou de prothèse. La souffrance morale. Si l'on ne doit pas demander aux médecins de souffrir à l'unisson de tous leurs patients, certains dépassent les limites de l'insensibilité médicale. En voici un exemple. Un célèbre cancérologue, plus connu pour monnayer l'euthanasie à des niveaux financiers jamais atteints que par ses succès, alors qu'entouré d'un groupe d'étudiants en médecine, il effectue sa consultation de cancérologie, fait mettre torse nu une femme amputée de ses deux seins et présente son cas à ses élèves de la manière suivante. Voilà une femme qui va mourir. Témoignage d'une parente. La souffrance et le risque médical. Durant la dernière guerre et l'occupation ennemie, il y avait des gens admirables qui recueillaient les familles recherchées au risque de leur vie et des résistants qui ont contribué à la libération de la France. Néanmoins, des historiens considèrent que 70 à 80% des Français collaboraient d'une manière ou d'une autre, bon gré mal gré, avec l'occupant. Il en est de même avec le pouvoir de la chimiocratie, en particulier dans le domaine de la maladie. Les médecins, pour la majorité, n'ont aucun choix. Les patients bien remboursés, dont le système social, ne jurent que par eux. Les médecins dissidents sont dans une situation de faiblesse et de précarité juridique, dont certains patients malveillants, déçus ou encouragés par un confrère jaloux, vont profiter avec succès. Une seule plainte, même infondée contre un généraliste, va déclencher pour lui des années de malheur et sa ruine. Les politiques, eux, doivent davantage leur position à la chimiocratie qu'au vote populaire, dont on connaît les trucages dans tous les pays, et n'ont alors d'autre choix que d'accomplir les tâches pour lesquelles ils ont reçu des acomptes. Le Mahatma Gandhi, célèbre non-violent, a déclaré un jour, citation, « Entre la violence et la non-violence, je choisis la non-violence. Entre la violence et la lâcheté, je choisis la violence. » Les satellites et complices de la chimiocratie. Il est bien sûr injuste de prétendre que toutes les autorités, toutes les organisations professionnelles sont profondément infiltrées. Et pourtant, elles défendent leurs positions privilégiées et les prérogatives de la chimiocratie avec férocité. Alors que j'appelais un ordre des médecins pour connaître l'adresse de l'un d'eux, la secrétaire me répondit. Le conseil n'est pas là pour donner des adresses, mais pour punir les médecins. Si la secrétaire le dit. Pour les assurances qui ne perdent jamais d'argent, la santé est une manne dont elles profitent d'autant plus allègrement que leurs liens avec le pouvoir sont plus étroits qu'ils ne semblent. Les associations, dont beaucoup sont très honorables et utiles, peuvent faire l'objet de la cupidité du pouvoir ou d'un individu. En France, une association a fait l'objet de la une de tous les journaux, mais seul son président a été incarcéré. Aux USA, 3 associations contre le cancer se partagent plus d'1 million de dollars par an. Il est bien évident qu'en aucun cas, elles ne voient d'un bon œil l'arrivée d'un traitement efficace. Les ordres. Contrairement à ce qu'on pourrait espérer, les ordres roulent d'abord pour eux-mêmes, alors qu'ils devraient à la fois défendre le public contre les médecins, et ceci contre l'administration et quelquefois contre la mauvaise foi d'un patient ou de confrères jaloux. Les ordres se permettent souvent et tout seuls de détruire leurs propres membres avec une brutalité et un intégrisme incompréhensibles. L'intégrisme médical et le conflit d'intérêts. La médecine et la pharmacie sont définitivement disqualifiées en matière d'humanité et de nutrition pour avoir caché, nié, dénigré les nutriments et l'importance des carences dans l'apparition de la maladie. Par ailleurs, la pharmacie a tiré de cette désinformation permanente les bénéfices qui ont fait toute sa richesse et sa puissance. Disqualifiée aussi pour avoir laissé souffrir et mourir des millions d'êtres humains qui auraient pu être soulagés ou sauvés. Disqualifiée pour avoir empoisonné des millions d'êtres humains avec des drogues notoirement toxiques. Disqualifiée pour avoir profité de la faiblesse, de la confiance et de la naïveté des malades et des citoyens. Sans la prévarication endémique, la corruption instituée et les réseaux établis, la pharmacratie serait depuis longtemps inculpée pour une suite sans fin
de crime. Le Parisien du mercredi 12 décembre 2007 nous informe que 2 laboratoires sont convoqués par la justice. Entre 1994 et 1998, 21 millions de Français ont été vaccinés contre l'hépatite B. 1300 patients ont développé depuis des troubles neurologiques. On se dirige vers la mise en examen de 2 laboratoires qui ont élaboré le vaccin. Le produit le plus lucratif des années 1990, le laboratoire SKB, Glaxo, qui avait raflé le marché en 1994 à la barbe de Pasteur-Mérieux, a vu son chiffre d'affaires exploser cette année-là, passant de 23 à 112 millions d'euros. Pasteur-Mérieux a quintuplé ses ventes en 1996 et le succès est devenu planétaire. On comprend, à la vue de ces chiffres, qu'il importe peu à ces laboratoires d'être punis. Les dirigeants condamnés à quelques mois de prison avec sursis. Le magot fut gigantesque et une partie sera consacrée à des opérations similaires déjà débutées. La douleur est mauvaise conseillère. Elle crée chez le patient une dépendance qui va lui faire accepter de prendre tous les médicaments prescrits au cours de consultations avec des médecins différents, n'ayant aucune connaissance des autres prescriptions. Ainsi vont se développer des interactions détruisant tissus et organes et menant à la mort. La plupart des antalgiques, des médicaments, sont toxiques et pris à long terme ou à forte dose, ils vont détruire l'organisme du consommateur. La douleur peut mener au suicide. Le médecin personnel d'Elvis Presley lui a prescrit durant les 8 mois précédant sa mort 199 ordonnances, totalisant plus de 10 000 doses d'antalgiques, amphétamines, stupéfiants. Ce médecin a été poursuivi. Le cas de Michael Jackson est similaire et a également abouti à la condamnation de son médecin. Il est raisonnable de dire que la relation entre un médecin et ce genre de malade, si elle est un temps profitable financièrement et socialement, ne peut que se terminer par une catastrophe pour les soignants. Une étude récente par le docteur Patricia McGettigan, chercheur au Holyoke Medical School, démontre que l'un des simples antalgiques de Novartis augmente les risques de crise cardiaque de 40% et les risques d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, de 98%. Sans exception, tous les coupes-douleurs sont dangereux lorsqu'ils sont prescrits et ou consommés en quantité et sur une longue durée. Citation d'un médecin de Limay en 1970. Tout se passe comme si, alors que vous avez un doigt pincé dans une porte, on vous donne antalgique pour la douleur, antiseptique, antibiotique, anti-inflammatoire, tranquillisant, mais personne n'ouvre la porte. La douleur, par les visites répétitives au médecin, par les quantités impressionnantes d'antalgiques qui sont prescrits, produit des chiffres d'affaires colossaux dont profite l'industrie et la maladie, l'industrie de la maladie et ses sponsors. Les bugs médicamentaux. En matière de produits pharmaceutiques, les médicaments se succèdent les uns derrière les autres, à la queue leu-leu, dans une sorte de cercle vicieux infernal dont personne ne peut prévoir l'issue. Beaucoup de médicaments créent un état de dépendance irrémédiable, sauf à lire et utiliser les informations contenues dans ce livre. Importance de la douleur. La douleur est un signal, une sensation pénible et désagréable, mais aussi un signal indispensable à l'intégrité de notre corps. L'insensibilité congénitale à la douleur, c'est chez les personnes qui en sont privées pour une raison ou une autre que l'intérêt de la douleur prend toute son importance. L'absence de sensation ou de douleur dont la personne n'a pas conscience va provoquer des lésions graves par frottement, compression, rendant impossible toute cicatrisation. Un médecin américain, Paul Brand, qui a compris toute son importance en travaillant avec les lépreux, a écrit un livre intitulé Pain, a gift nobody wants, soit douleur, un cadeau dont personne ne veut. Insensibilité iatrogène. Les patients recevant une chimiothérapie perdent souvent toute sensibilité aux extrémités. Leur équilibre en est compromis, les risques de se brûler ou de se blesser sont importants. La carence en vitamine C. Nous allons voir dans ce chapitre sur la douleur
que la responsabilité de cette carence nous semble de plus en plus grande dans l'apparition de la douleur. La prévention marche extrêmement bien et la correction a posteriori est efficace, d'autant plus qu'une partie de la vitamine C est utilisée pour combattre et minimiser les effets secondaires des produits antalgiques prescrits et absorbés en quantité souvent importante. Une partie importante de la vitamine C est utilisée en permanence pour combattre les radicaux libres issus de la toxicité buccale. Thomas Levy. La carence en vitamine C, un coupable qui se cache et des organes et victimes qui hurlent. Sensations. Le toucher ne procure que des sensations, sauf si la source est très chaude ou très froide, piquante ou urticante, etc. Les morsures d'animaux comme les serpents, chiens, peuvent avoir une puissance considérable, jusqu'à 250 kg par centimètre carré. Et à elles seules, elles peuvent être à l'origine d'un choc. La faim, la soif, lorsqu'elles se prolongent, provoquent des souffrances insupportables. Malheureusement, les carences en minéraux ou vitamines ne donnent aucun signal d'alarme reconnu. Hypersensibilité aux champs électromagnétiques. L'électroception, faculté de détection des champs magnétiques ou électriques, n'est pas donnée à tout le monde. Pour les personnes qui les ressentent, c'est souvent une sensation extrêmement désagréable. Les chevaux repèrent facilement l'absence de courant dans une clôture électrique et en profitent. Proprioception, équilibroception. La proprioception est la perception de son propre corps. L'équilibroception n'est perçue que lorsqu'elle disparaît sous l'effet de la maladie et des médicaments. En élevant le seuil de la douleur, la vitamine C agit positivement sur les brûlures, démangeaisons, douleurs dues aux orties et autres causes. La chaleur. La thermoception est présente dans notre vie. Nous avons tous eu trop chaud ou trop froid. En certaines circonstances, ces sensations deviennent des douleurs. La maladie de la chaleur, dont j'ai souffert moi-même lors d'une foire à Bordeaux, est caractérisée par une très grande fatigue et des démangeaisons pénibles. Souffrir de la chaleur peut se traduire par un coup de chaleur. Le froid. Des fouilles par l'équipe des archéologues et des scientifiques dirigés par le docteur Rimantas Jankauska, pathologiste à l'université de Vilnius, ont permis la découverte de l'une des fosses communes où les corps des soldats de l'armée de Napoléon morts pendant la retraite de Russie ont été ensevelis. Il ressort de l'examen des corps que les soldats ne sont pas morts au combat, mais de froid, de privation et de maladie. Des recherches anciennes sur le rat et le cochon d'Inde ont montré que des taux élevés de vitamine C peuvent contrecarrer les effets du froid. Livingstone, de son côté, fit 2 études intitulées respectivement Changes in Cold-Induced Vasodilatation During Arctic Exercises, Journal of Applied Physiology, 40.3, 455-457, March 1976, 1976. Effects of vitamin C on cold-induced vasodilatation, Lancet 319-320, 7 of August 1976. Il en ressort que le corps peut s'adapter au froid d'une manière très efficace par un phénomène appelé cold-induced vasodilatation, soit vasodilatation sous l'effet du froid. Mais cette vasodilatation est dépendante de la présence de vitamine C dans la circulation. Lors d'un symposium qui se passa à Novosibirsk en Sibérie, un groupe de savants soviétiques confirmèrent que de grandes quantités de vitamine C étaient nécessaires pour l'adaptation au Grand Nord. Si l'on prend régulièrement de la vitamine C, on supporte mieux le chaud et le froid. Le sens de la douleur. Audition. C'est à Londres, où j'écoutais une conférence donnée par le professeur Tcheraskin sur la chélation, que je surpris par hasard, dans le hall du congrès, une conversation entre 2 Anglais. L'un d'eux expliquait à l'autre que, souffrant subitement de surdité totale et ne trouvant en Angleterre aucun spécialiste capable de l'aider, il s'était rendu aux États-Unis afin d'y recevoir un traitement par perfusion de nutriments et en particulier de vitamine C, additionné de traces d'EDTA, acide éthylène diamine tétraacétique, chélateur de métaux.
et qu'il avait retrouvé une audition normale après quelques semaines. Quelques instants plus tard, après avoir discuté avec cet ex-sourd, j'appris qu'il avait ouvert à Londres le premier centre de chélation anglais afin de permettre à d'autres de guérir également. Ce jour-là fut le point de départ d'une grande décision personnelle. Ouvrir à Paris le premier centre de chélation en France, ce qui fut fait en 1989. J'avais été très impressionnée par le résultat inégalé de cette procédure pour la santé humaine, aussi bien pour les problèmes cardiaques et vasculaires que pour la plupart des maladies dégénératives. L'hyperacousie, c'est une exacerbation de la réception des sons caractérisée par une hypersensibilité de l'ouïe à certaines fréquences. La personne trouvera insupportable des sons normaux pour d'autres. Une cuillère posée sur la table devient un martyr. Vision. Je dois remarquer qu'en 1989, parmi les médecins chélateurs américains ou d'autres nationalités rencontrés dans les congrès de chélation, aucun ne pensait que ce procédé pouvait rendre la vision à certains aveugles. J'étais persuadée du contraire, et la suite me prouva que j'avais raison. La perte de la vision est très mal supportée. Certaines personnes en deviennent suicidaires. C'était le cas de notre premier patient aveugle dans notre centre de chélation. Diabétique, il avait perdu la vue depuis quelques mois et aucun des célèbres ophtalmologistes consultés ne lui avait laissé espoir. C'est son fils qui nous l'amena, presque de force. Il mit 15 jours à se décider et il reçut une première perfusion. Quelle ne fut pas la surprise générale lorsqu'il arriva seul à son second rendez-vous une semaine plus tard. Lisant fièrement sa montre, il dit aux autres malades « Il est 14 heures, je vois clair, j'ai fait le code de la porte d'entrée. » Les semaines suivantes, ses pieds dégonflèrent au point qu'il put échanger ses pantoufles contre des souliers et dut faire attention car il risquait de perdre une chevalière qui menaçait de s'échapper de ses doigts dégonflés. Le glaucome. Le glaucome est très certainement lié à l'hypoascorbémie endémique de la population. Cette affection grave qui se traduit par une pression intraoculaire élevée et qui touche une grande partie de la population peut provoquer la cécité. En 1966, un groupe de chercheurs italiens de Rome, le docteur Virno et ses collègues, ont publié les résultats de leurs recherches sur la résolution du glaucome par l'utilisation de la vitamine C. Virno et al. Étudièrent les traitements d'urgence du glaucome aigu. Ils ont montré l'impact de la vitamine C qui, dans un dosage de 0,4 à 1 g par kilo de poids par voie intraveineuse administrée en solution à 20% au pH 7,2 à 7,4, provoque une hypotonie marquée du globe oculaire en approximativement 60 à 90 minutes. Un patient présentant douleurs et acuité visuelle diminuée associée à une hypertension intraoculaire vit ses symptômes disparaître en quelques minutes et sa pression intraoculaire revint à la normale en 1 heure. Alan Clemetson, vitamine C. J'ai eu le plaisir de voir de nombreuses personnes cesser de souffrir et normaliser leur pression intraoculaire par la prise de 20 à 40 grammes quotidiens de vitamine C par voie buccale, et ce, en une trentaine de jours. La cataracte. Dans le monde, 50 millions de personnes souffrent de cataracte. Une étude conduite à Tufts University à Boston, USA, laisse penser que la consommation régulière de quantités suffisantes de vitamine C peut réduire le risque de cataracte de 77% chez les femmes. Diet may prevent cataracts. Tufts University Human Nutrition Research Center on Aging. Judy McBride. Tout est sourcé, je ne lis pas toujours toutes les sources, mais tout est sourcé. En 1977, Mann pensait déjà que la carence en vitamine C jouait un rôle important dans l'apparition de la cataracte. Les chercheurs Varma, 1987, Lohmann, 1987 et Blondin, 1987, sont tous d'accord pour dire que les antioxydants tels que l'acide ascorbique, vitamine C, et l'alpha-tocophérol, vitamine E, protègent la structure protéinique du cristallin contre la photooxydation et peuvent donc être utiles et retarder le développement de la cataracte. Ensuite, olfaction et gustation.
Lorsque le patient se présenta, il m'expliqua qu'il avait perdu le goût et l'odorat, qu'il avait vu en vain pendant 4 mois toutes les sommités. Une telle atteinte lui gâchait la vie. En effet, directeur d'une grande société sans être un gastronome, le fait de ne plus faire la différence entre l'eau et le bon vin, entre de l'eau et un bon vin, ni entre deux plats, lui était insupportable. Sans être en dépression, il était sérieusement perturbé, ayant pris tous les médicaments prescrits par les grands patons sans aucun résultat. Il est très, très découragé. Ce n'est donc qu'après un interrogatoire précis qu'enfin toute la vérité éclata. En visitant virtuellement son lieu de travail, le grand bureau directorial, et en ouvrant tous les placards, nous découvrîmes derrière une porte toutes les batteries d'accus de l'entreprise. Notre patient respirait des vapeurs d'acide sulfurique chargées de plomb. Il est important de préciser que cette consultation eut lieu il y a 50 ans, car à cette époque, les systèmes de téléphonie intérieure fonctionnaient avec de grosses batteries d'accus. La vitamine C étant le meilleur, pour ne pas dire le seul antipoison de ce métal très toxique qu'est le plomb, nous lui conseillâmes de quitter définitivement ce bureau et de prendre chaque jour 10 grammes de vitamine C. Il ne fallut qu'une huitaine de jours pour que son agueusie et son anosmie disparaissent et que tout redevienne normal. C'était il y a bien longtemps. De nos jours, je l'adresserai à un centre de perfusion de vitamine C ou à un médecin lui ferait 3 ou 4 perfusions d'une vingtaine de grammes. Nous allons rester là pour la lecture du jour. La prochaine fois, nous poursuivrons la lecture de ce chapitre avec les douleurs d'origine traumatique. Merci pour votre attention et merci de soutenir ce livre pour que des remèdes plus humains soient apportés au monde et plus harmonieux avec la nature du bon Dieu. Voilà.